À sa naissance, mon invité aujourd'hui a été baptisé de 3 prénoms, un indice qui peut être présagé ses multiples facettes dans sa longue carrière, ainsi que ses multiples impacts sur la communauté. Homme d'affaires, politicien, mécène, mais avant tout, mari, père, ami. Notre rencontre aujourd'hui, c'est avec Joseph Raymond Carl Setlaqui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais commencer avec votre grand-père, qui était la source, Aziz. J'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs la raison qui a changé son nom, parce que son nom de famille était vraiment Sarafian, je crois. C'était pas Setlaqui. C'était quoi la signification et le pourquoi? Sarafian, c'est le nom arménien de la famille. Mais mon grand-père habitait Mardin, en Turquie, où il y avait une forte population de Syriens libanais. Et puis, ils ont reconnu chez mon grand-père qu'il avait 5 frères. Alors, ils étaient 6 frères, et 6 frères en arabe, c'est Setlaqouan. Alors, c'est devenu Setlaqui. Ah, c'est lui qui a adopté, Oui, comme un hommage. C'est des gens qui ont commencé à les appeler les 6 frères en arabe, et c'est ça, quand ils se sont expatriés de la Turquie arménienne au Liban et en Syrie, le nom Setlaqui s'est maintenu. Qu'est-ce que vous vous rappelez de votre grand-père? Est-ce qu'il y a des anecdotes ou les joies? Qu'est-ce que... Pas beaucoup. Il est mort, j'avais 5 ans, Okay. en 1933. C'est un homme sévère et chaleureux en même temps. Il était assis dans le vieux magasin qu'on avait ici, qui était construit en bois, puis il avait sa chaise. Oui. Il avait sa chaise berçante, puis il était assis et surveillait les gens qui entraient et qui sortaient. C'est le souvenir que j'avais de lui. Je reste avec vous, jeune. Qu'est-ce qui passionnait, qu'est-ce qui fascinait jeune Raymond? À la maison, aux études, mon amour pour l'histoire, la littérature, la poésie, la musique. OK, même à un jeune âge. Oui. Surtout l'histoire, la poésie, la littérature. Vous avez fait vos études universitaires à Laval et McGill. Bishops. Bishops, OK. Bishops, Laval, McGill. OK, en droit. Mon bac au Bishops, mon droit à Laval et McGill. Vous étiez déjà bilingue. Oui. Est-ce que vous parlez d'autres langues? L'arabe, un peu d'espagnol, un peu d'italien. Après vos études, c'était quoi votre rêve, vos ambitions comme jeune avocat? C'était de faire de la politique. C'est ce qui m'a emmené à Thetford. Ah oui, c'était la politique? Oui. OK. Oui, j'avais 2 offres. 2 offres pour pratiquer à Montréal. OK. Et puis, je me suis dit, la seule place où je peux me faire élire, c'est à Thetford, parce qu'avec un nom comme Setlaqui, dans les années 50, la seule place où je pouvais possiblement espérer être élu, c'était ici. D'avoir une chance. Puis on avait un commerce familial, alors j'ai dit, je vais me rendre à Thetford, je vais voir ce qui va se produire. Alors, on me l'a offert en 1958, parce qu'on avait un député ici qui avait siégé, Joe Lafontaine, qui avait siégé depuis 1941 jusqu'à 1958, puis il prenait sa retraite. Alors, il est venu me voir avec un sénateur de Lévis pour me dire c'est à ton tour. Mais à l'époque, le salaire d'un député à Ottawa était 6 000 $ et j'avais une femme et 4 enfants. Donc, c'était impossible. Impossible. Et donc, ça, c'est la raison que vous avez décidé de joindre l'entreprise familiale? Ah, absolument. Ce n'était pas vos intentions au début? Non, mes intentions étaient de faire de la politique. C'est devenu un hobby. OK. C'est tout un habit qui a duré longtemps. Votre nom, maintenant, est associé avec l'intégrité. Pourquoi vous pensez que... C'est tellement essentiel à la vie. Il y a une femme dernièrement à la télévision qui citait souvent ou qui disait que croître,
c'est pas tout. C'est ce que l'on devient qui compte. Alors, je pense qu'elle disait vrai. Et puis, j'ai à l'esprit, par exemple, le fils de notre ancien gouverneur général, Jean Vanier, qui a créé l'Arche, ce réseau formidable, extraordinaire de secours à travers le monde. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a dit un jour. Lorsque vous rencontrez un mendiant dans la rue, ce qui est important, c'est pas que vous lui donnez ou vous ne lui donnez pas quelque chose. C'est que vous lui regardez dans les yeux pour qu'il sache que vous partagez son humanité. Oh, mon Dieu. Ça, je pense que C'est très bien ça dit. représente assez bien ce que je pense qu'on devrait être. Il y a aussi une expression de Victor Hugo, parce que j'aime la poésie. Oui, hein. je sais. Victor Hugo qui disait « Le plus grand danger, c'est d'exister sans vivre ». Vous avez une entreprise familiale, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui ont une longue durée. Comment expliquez-vous la recette de succès pour votre entreprise? Je l'ai dit, je le répète, je le crois sincèrement. Nous avons 3 objectifs fondamentaux. La loyauté vis-à-vis notre personnel, notre clientèle et nos fournisseurs. Ça pour moi, c'est capital. Et aussi, ça implique une participation active, bénévole, dans notre communauté, où qu'elle soit. Parce que nous avons une chaîne de magasins un peu partout au Québec. Oui. Et puis, je pense que notre première devise, c'est de participer activement dans notre société pour le meilleur Pour le bien-être de tout le monde. de tout le monde. Y a-t-il un moment dans votre vie professionnelle où vous avez réalisé que tout était possible, que the sky is the limit? Non. Tout est possible en autant que vous y mettez de l'effort et que ça soit soutenu. Ça ne vient pas facilement, ça. Ça demande de l'intégrité, ça demande la collaboration avec vos proches et puis la compréhension aussi de ce que d'autres soutiennent, les valeurs des autres, pour qu'elles soient compatibles avec les vôtres. On jasait une fois, puis vous m'avez dit que un fournisseur restait très surpris parce que je pense que vous avez retourné des produits parce que vous n'avez pas eu de facture. Oui. Et il a dit, mais comment ça? Ben, ça, on le fait régulièrement parce que tout le monde peut se tromper. Et puis, des fois, il y a des fournisseurs qui se trompent, qui nous envoient des surplus de marchandises qu'on n'a pas achetées, alors on les retourne. Il devrait être très surpris. Tout à fait ça, normal. là, Mais la réaction, c'est toujours une de grandes surprises. Comment se fait-il que vous retournez quelque chose sans qu'on le sache? Mon Dieu, c'est tout à fait normal. c'est pas à votre honneur. Non, on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Tout le monde associe le nom avec succès, mais on sait que dans la vie, il y a des hauts, des bas toujours. Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez découragé, où vous ne savez pas comment tout était pour se passer? Parce que je suis sûre que ce n'était pas un chemin droit tout le temps. Il y avait des nids de poules de temps en temps. On a eu la mort de Andrew, mon neveu, qui était notre président, qui est mort d'un cancer violent. Et ça nous a choqués, ça nous a profondément émus. Puis la relève est merveilleusement arrivée avec Margot, qui est une femme, qui est notre nouvelle présidente. Mais c'est de la chance qu'on a eue. Hein?
c'est quel sentiment que vous restez avec quand vous voyez la continuité? Vous étiez la troisième génération. Maintenant, vous êtes rendu 4 ou 5e. C'est la cinquième. Cinquième. Et qu'est-ce que ça, pour vous, c'est quoi? C'est l'accomplissement de tout ce qu'une personne peut désirer de son vivant. Hein. Oui. On ne peut pas demander mieux que ça. Voir notre petite fille accéder à la présidence de votre entreprise avec autant de compétences et autant de brio. Excellent. On va passer à une autre étape. Sénateur, vous étiez, je pense, pendant 3 ans. Et comment s'est passé que vous avez été nommé sénateur? J'avais déjà refusé d'être lieutenant-gouverneur. Ah oui? Oui, c'est Jean Chrétien qui m'avait offert ça, puis ça ne m'intéressait pas parce que j'étais trop jeune, j'avais 65 ans. Ça n'a pas aucun sens. Vous n'avez pas assez d'expérience, là. Je l'ai vu dernièrement, puis il m'a dit, il y a 3 personnes qui m'ont refusé le poste de lieutenant-gouverneur. Ah ouais? Je ne savais pas, moi. Je pensais que je l'avais refusé. Il dit, oui, mais il dit Oscar Peterson et Anne Murray. Il dit, Oscar Peterson, je lui ai offert le poste de lieutenant-gouverneur en Ontario et Anne Murray en Nouvelle-Écosse. Les deux m'ont refusé et toi, tu es le troisième. Alors, Jamais 200 toi. Non, je viens d'apprendre ça. Mais pour ce qui est du Sénat, j'étais à l'époque au conseil d'administration d'Exportation Développement Canada, où j'étais très heureux parce que j'estimais que c'était une des sociétés de la Couronne, une des meilleures de nos sociétés de la Couronne. Et quand Jean Chrétien m'a offert le poste de sénateur, j'ai dit, je suis très heureux où je suis. Il dit, on va te renommer après ton terme au Sénat parce que obligatoirement, il fallait que je démissionne à l'âge de 75 ans. Alors, j'avais que 3 ans à siéger au Sénat. Et le lendemain de mon départ du Sénat, je suis retourné au conseil d'administration d'Exportation Développement Canada. J'étais très heureux. J'ai entendu dire que quand vous avez été nommé sénateur, vous n'étiez même pas au pays. Non, j'étais chez des amis français. On partait de Paris pour Prague. Et le premier ministre a appelé, mais mes amis français ont dit que c'était pas possible. Et puis, ils m'ont réveillé. On arrivait de Montréal. Alors, il m'a dit, j'étais dans ma chambre à coucher chez mes amis. Et puis, il m'a dit, j'étais dans mon Sénat. Alors, j'ai dit, c'est pas nécessaire. Et puis, il dit, non seulement ça, il faut que tu reviennes immédiatement. Parce qu'il y avait un vote le mardi, puis c'était le vendredi. Alors, j'ai pris l'avion de retour le lendemain pour Montréal. Et j'ai compris que vous étiez sur le même vol. Il y avait le même agent de bord qui a parlé à votre femme, puis... Elle a dit à ma femme, est-ce que vous n'étiez pas avec nous hier? Elle a dit oui, oui. Mais ça nous arrive de temps à autre d'aller prendre un repas à Paris et retourner à Montréal. C'est le lendemain. Quel est le moment que vous êtes le plus fier de votre mandat comme sénateur? Les choses que j'ai faites pour Thetford, par exemple, maintenir le poste ici, on voulait fermer le poste des fonctionnaires ici à Thetford pour les envoyer ailleurs. Ah, OK. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a 90 personnes qui travaillent là. Puis il n'y en aura pas un seul aujourd'hui si on l'avait fermé à l'époque où j'étais au Sénat. Mais sûrement la motion pour faire reconnaître le génocide arménien par le Sénat canadien. Ça, c'était... Vous êtes allé en Arménie? Je suis allé 2 fois, à 13 ans, pour un événement spécial. C'était pour commémorer l'anniversaire. L'anniversaire. Et au mois d'octobre, avec le premier ministre. Ah, OK. Pour le sommet de la francophonie. Ah, OK. Décrivez la réaction des gens
quand vous êtes arrivé, parce que j'imagine il y avait une grande gratitude. Ben, ils étaient très fiers. Ils m'ont interviewé. J'ai fait un discours en plein milieu de la ville, à Yerevan. C'était très émouvant. J'ai planté un arbre. Mon arbre, d'ailleurs, a 13 ans. Ah oui. Le mien est juste voisin de celui de Lech Wałęsa, le Polonais. Et puis, au mois d'octobre, le premier ministre Trudeau a planté le sien. Il est pas mal plus petit que le mien. Le mien a peut-être 13 ans de plus. Mais oui. Est-ce que vous avez eu la chance de visiter la ville de votre grand-père? Mardin, oui. 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 C'est une très belle ville. C'est en Turquie. On est allé en 2008, toute la famille, ou une bonne partie de ma famille. C'est un genre de pèlerinage. C'est une ville très intéressante qui est sur une montagne. Alors, c'est très beau, très joli, sauf qu'on n'avait aucune mémoire de où mes parents résidaient parce que ça a été un massacre. Oui, tout a été effacé. Mais ça a été... et mes enfants, ça les a touchés. La vie politique, comment voyez-vous la vie politique aujourd'hui? J'ai fait de la politique en amateur et en professionnel toute ma vie. Et je peux vous dire une chose, je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde aujourd'hui et je pense aux années que j'ai fait de la politique. Je peux dire que je n'ai pas d'ennemis politiques, j'ai des adversaires politiques. Mais il y a une différence entre les deux. Et puis c'est ce qui fait que notre politique canadienne et québécoise est extraordinaire. On peut faire de la politique sans se détester, sans s'haïr. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument réconfortant, essentiel, vibrant dans la vie. Ben, je suis très actif chez les anciens parlementaires et je me suis lié d'amitié avec des péquistes, des néo-démocrates, des conservateurs que je rencontre dans des occasions et on partage nos opinions et on a du plaisir. Il faut que je demande d'écrire la réaction du Premier ministre Alain Juppé. J'ai entendu dire que quand vous l'avez rencontré, vous l'avez présenté avec un rush de l'amiante, que vous l'avez mis dans ses mains. C'était une réception à Paris que notre Premier ministre, Jean Chrétien, accordait au Premier ministre de la France, Alain Juppé. Et puis, j'avais une pièce d'amiante dans un sac de plastique dans ma poche. Et je l'ai sorti, puis c'était la semaine que la France avait banni l'amiante. Alors, je lui mets ma pièce d'amiante sous le nez, puis je lui dis, vous savez, monsieur le Premier ministre, vous n'en mourrez pas pour autant. Et puis, il m'a demandé ce que je ferais avec ça. Lui, est-ce qu'il a pris ou est-ce qu'il... Non, la France venait de le bannir. Pour lui, c'était quelque chose d'affreux. Mais moi, j'étais fier de mes origines thetfordoises. C'est bien. Il y a un proverbe, il n'y a que le travail dans la vie. Je sais que vous gardez certaines passions culturelles, surtout. Je sais qu'il y a la poésie, il y a l'opéra. Est-ce qu'il y a un poème que vous aimez particulièrement? Il y en a plusieurs. J'aime ceci. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Et l'opéra, d'où venait l'intérêt pour ça? Je sais que vous... On est membre de tous les événements qui sont reproduits au cinéma. Okay. Tous les opéras de l'automne. Puis c'est une partie de notre intérêt. On a des billets à l'Orchestre symphonique à Montréal. À Montréal. Puis la musique, pour nous, c'est très important.
Vous savez, le côté culturel, mais pour l'âme, pour l'esprit, mais pour le physique, les sports sont aussi, vous faites du ski. J'ai joué au hockey à l'université, je fais du ski, du golf. J'ai joué au golf toute ma vie parce qu'on avait un terrain de golf en face de chez nous. Et les sports ont toujours été une passion pour moi. Je serais négligent de ma part si je ne souligne pas votre travail bienveillant un peu partout dans la communauté ici. Comme vous avez dit, c'est si important, mais aussi ailleurs. Je sais que vous êtes sur toutes sortes de comités, même à Montréal, Sherbrooke, l'hôpital, je pense, cardiologie à Sherbrooke. Pourquoi c'est si important que vous contribuez à tout? Ça fait partie de l'élément essentiel de la vie. Ce qu'on reçoit, il faut remettre. Puis il faut remettre avec passion. Il faut remettre aux autres au moins une partie de ce qu'on a reçu. Au moins une partie de ce qu'on a reçu. On a tellement reçu. Je suis un privilégié de la Terre parce que j'ai une bonne santé, j'ai une bonne vie, j'ai une bonne famille. Tout mes Vous avez été choyé. Absolument. Et puis j'essaye, autant que possible, d'en remettre un peu. Ils disent que derrière chaque grand homme, il y a aussi une femme extraordinaire. Je pense que c'est vrai dans votre cas. 68 ans de mariage en est la preuve. Comme j'ai déjà dit, elle est très forte. Elle est très forte et elle m'a survécu parce que elle a un sens de l'humour qui est absolument extraordinaire. Et c'est quoi un exemple de son humour que vous aimez? Ben, il y en a un qui paraît dans le dernier livre de Jean Chrétien où il mentionne qu'elle sortait de chez le dentiste au moment où j'avais été nommé au Sénat. Et le dentiste remarque que je dormais dans son bureau. Et il dit à ma femme, il est fatigué, il devrait voir un médecin. Ma femme me dit, pas du tout, il se pratique pour le Sénat. C'est un exemple de son sens de l'humour. Le sens de l'humour. Elle était là pour vous, vos côtés. Elle était là pour élever vos... Quatre merveilleux enfants, 6 petits-enfants et 7 arrières. Il ne faut pas demander plus que ça. On a tout eu dans la vie. C'est vraiment c'est formidable parce que je savais que l'importance pour vous, la famille, ça a toujours été important. C'était le pilier, la fondation de tout. Votre grand-père, on a déjà dit, il était immigrant, qui s'est forgé une place ici. Aujourd'hui, la démographie de Thetford change. Il y a de plus en plus d'immigrants qui arrivent de partout puis qui adoptent la région comme la leur. Que serait votre conseil? D'abord, bravo à Thetford d'accueillir des immigrants. On en a déjà eu beaucoup. Quand j'étais jeune, on avait beaucoup de familles juives ici à Thetford. Il y avait des Syriens, des Libanais, il y avait des Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens. La plupart sont partis. On n'a pas une seule famille juive que je cherche à Thetford. Mais aujourd'hui, je remarque qu'on en reçoit de temps en temps et de plus en plus. Et je pense que c'est un atout pour nous parce que c'est un enrichissement. C'est un enrichissement parce que ces gens-là vont finir par s'intégrer à notre société. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut peut-être prendre une génération, mais c'est quoi une génération? Donnez-leur la chance. Donnez-leur la chance de s'intégrer, de devenir ce que nous sommes et aussi de garder l'essentiel de ce qu'ils sont. Oui, c'est s'intégrer. Puis quand je fais les entrevues avec plusieurs, tout le monde est positif, tout le monde aime la région. Qui n'aimerait pas la région de Thetford?
Non, mais des fois, on le voit avec des yeux différents. On ne sait pas pour ce qui arrive. Mais comme vous avez dit, c'est de garder aussi un contact avec les origines qui est important, tout en s'intégrant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris avec intégration communautaire des immigrants, oui. il y a 67 pays maintenant. C'est vraiment quelque chose que les gens... L'intégration communautaire ici, ça fonctionne bien. Hein? Très bien. Puis on reçoit bien les gens, et puis les gens s'intègrent plus rapidement. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Et ils pensent vraiment que c'est leur région. Oui, oui. Et ils veulent participer. Aussi, on a des étudiants qui sont au cégep qui décident de rester ici. C'est excellent. Avec le programme, ça. Oui, il y en a plusieurs qui décident de rester. L'enrichissement d'une ville comme Montréal, ça s'est fait en bonne partie avec l'arrivée des immigrants. Puis, ce qui nous manque peut-être en province, c'est qu'il y en ait un peu plus. À 81 ans, vous avez dit il y a d'autres choses à faire dans la vie que s'étendre sur une plage. Dites-vous. Maintenant, vous venez de dire tantôt que vous avez 91 ans, donc 10 ans de plus d'expérience. Que diriez-vous aujourd'hui? Je partage le même sentiment qu'à cette époque-là. Et puis, je songe à prendre ma retraite dans 4 ans. Ah oui? Ben, j'aurai 95, puis je ne suis pas sûr de le faire. Vous pensez de prendre la retraite? Pas mal, une retraite qui est active. Hein? Ah, OK. Oui, j'aurai quelque chose à faire. Parce que, mon Dieu, à votre jeune âge, là, c'est pas le temps de lâcher. Peut-être fonder un nouveau commerce. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Mais, The sky's the limit. Mais mes petits-enfants grandissent. Non, c'est d'avoir la chance, l'opportunité de passer du temps avec eux autres. Oui. Être une partie de leur vie, c'est vraiment important. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai partagé mon temps entre mes affaires et ma famille. Et puis, je pense que ça fait de moi un homme heureux. J'espère que ça continue comme ça pour bien longtemps. Ceci termine notre émission spéciale. Le nom est bien connu partout au Canada, mais nous sommes privilégiés que son chez nous est ici dans la région.